Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à tous et à toutes. Ici Jocelyne Adrian-Meptoul, depuis l'ONU à New York, qui célèbre cette année les 30 ans de la Conférence mondiale des femmes de Pékin en 1995, qui a constitué une étape historique dans l'évolution des droits des femmes au niveau international. En effet, les 189 pays rassemblés à Beijing ont unanimement promis de, je cite, faire progresser ces objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes dans le monde entier. À l'occasion de ces 30e anniversaire, Femmes du Monde et réciproquement a choisi de réaliser sur place, au siège des Nations Unies, une série spéciale de 6 interviews portraits de femmes engagées des 5 continents, avec le soutien spécifique de la Fondation Raja Daniel Marcovici. Bonjour à tous et à toutes. Ici Jocelyne Adrian-Meptoul, depuis l'ONU à New York, qui célèbre les 30 ans de la Conférence mondiale des femmes qui s'était tenue à Pékin en 1995 et a constitué une étape historique dans l'évolution des droits des femmes au niveau international. Pour l'occasion, Femmes du Monde et réciproquement a décidé de réaliser sur place au siège des Nations Unies une série spéciale de 6 interviews portraits de femmes engagées des 5 continents et avec le soutien spécifique de la Fondation Raja Daniel Marcovici que je remercie pour ce partenariat exclusif. Aujourd'hui, nous recevons la Camerounaise Justine Difo, coordinatrice zone Afrique du réseau de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes, réseau RF-EFH, qui est aussi un réseau des pays francophones de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et qui regroupe près de 90 pays aujourd'hui, je crois. Bonjour, professeur Difo, chère Justine. Vous êtes auteure, professeur de droit, présidente du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications au Cameroun, militante féministe et dirigeante sportive et pratiquante d'arts martiaux, ceinture noire 3e dan de Nabundo, un sport dérivé du karaté. Ce n'est pas courant de cumuler autant de casquettes différentes pour une seule tête. Alors, vous m'avez dit que vous n'étiez pas à Pékin en 1995, mais vous venez régulièrement à l'ONU pour cette rencontre annuelle sur les droits des femmes. À la conférence de Pékin en 1995, 12 priorités ont été retenues, comme vous le savez. Et ces 12 priorités étaient d'éradiquer la pauvreté, l'accès à l'éducation et à la formation des femmes, la santé, la violence contre les femmes, la condition des femmes dans les conflits armés, l'économie, le pouvoir et la prise de décision, les mécanismes institutionnels, les droits humains des femmes, les médias, l'environnement et les petites filles. Est-ce que, selon vous, ces points étaient pertinents? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Y en a-t-il qu'il faudrait supprimer parce que les objectifs sont atteints? C'est à vous, chère Justine. Merci Jocelyne. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. 95, je n'étais pas à Pékin. J'étais encore étudiante à l'université René Descartes Paris-Saint où j'ai soutenu ma thèse de doctorat en droit économique en 98. Mais une fois que je suis rentrée au Cameroun, le décor ayant déjà été planté, dès 2004, nous avons commencé à travailler sur la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, justement fondée sur la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, donc, qui a fait l'objet de ces 12 points critiques à Pékin en 95. C'est le texte le plus contraignant, certains disent, et c'est vrai que c'est la Bible des droits des femmes dans le monde, parce que ce document contraignant a été ratifié, signé et ratifié comme convenu en droit international par 189 pays. Aujourd'hui, nous sommes aux Nations Unies, oui, c'est l'heure de l'évaluation. 30 ans après, est-ce que ces 12 domaines restent pertinents? Pour moi, tous ces domaines sont pertinents. Il faut en rajouter, au contraire. Plus tous ces domaines sont pertinents dans la mesure où
Aucun des objectifs n'a été réalisé à 100%. Aucun. La lutte contre la pauvreté continue son bonhomme de chemin. Avec, faut pas oublier de le dire, la féminisation, l'extrême féminisation de la pauvreté, d'où la notion, le pilier autonomisation économique des femmes dans les ODD qui vont être évalués en 2030. L'éducation des filles reste une réelle priorité. D'ailleurs, l'OIF en a fait son cheval de bataille, l'éducation et l'autonomisation économique des femmes. Que dis-je? L'accès au leadership, les questions environnementales, l'économie verte. Aujourd'hui, le climat reste encore une grosse préoccupation avec le désordre, la diversité, la biodiversité et tout ce que cela pose comme question. Le sommet sur l'avenir s'est tenu en septembre 2024. Toutes ces questions reviennent sur la table. Aujourd'hui, on parle d'évaluation. L'accès des femmes aux postes de décision reste une réelle préoccupation, si bien que le comité CEDEF en a fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, la recommandation générale 40 nous fixe sur la parité comme étant le point de départ. Ce n'est plus un objectif, ce n'est plus une cible, c'est le point de départ de toute discussion. Et nous évoluons de la négociation à la cohésion. Il faut qu'on oblige les États, c'est vrai qu'on n'oblige pas les États souverains, mais il faut que les femmes de la société civile réussissent à le faire. Oui, toutes ces questions sont si pertinentes que les femmes représentent la moitié du monde. Elles représentent plus de la moitié du monde d'ailleurs, plus de la moitié du ciel. Au Cameroun, elles sont plus de 51%, mais elles sont à peine 31% à l'Assemblée nationale. C'est déjà quelque chose à mettre à notre actif parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays francophones qui ont atteint 31%. Même dans le monde, c'est 25 ou 26% les parlementaires. Et c'est à la faveur du travail que nous avons mené depuis 2004 avec ONU Femmes, avec le PNUD et avec la francophonie. C'est vraiment le Cameroun, de ce point de vue, est à saluer, 31%. Mais au regard de la cible paritaire, nous sommes sur le chemin de la parité, il faut se le dire. Au Sénat camerounais, on a 36% de femmes. 36 femmes pour 100 sièges. C'est pas mal. C'est à saluer. C'est à la tête des mairies que nous avons encore un sérieux problème. Elles sont à peine 10-11%. Donc, la question reste pertinente. Tout ce qu'on n'évalue pas recule, regresse. Et puis 36% ou 37%, c'est mieux que beaucoup d'autres pays, mais ça n'est pas la parité. Tout à fait. C'est pour ça que je dis sur le chemin de la parité, le Cameroun est à saluer. Mais la cible pour 2030, et 2030 c'est dans 5 ans. Si on n'a pas pu réaliser la parité depuis 30 ans, c'est pas dans 5 ans par rapport aux ODD, aux objectifs de développement durable qu'on va faire la magie. C'est pour ça que je salue grandement la recommandation 40 de générale 40 de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, du comité CEDEF, qui en font réellement une obligation au niveau des États avec une feuille de route avec 7 piliers et une feuille de route à 7 piliers avec l'obligation de suivi et évaluation jusqu'en 2030. Donc toutes ces questions restent pertinentes. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait en ajouter d'autres 30 ans après? Oui, absolument. Le monde évolue, Jocelyne. Le monde évolue. En tant que présidente du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications, nous multiplions des activités et des actions stratégiques pour impliquer la jeune fille dans les matières scientifiques, dans les technologies, avec l'intelligence artificielle qui arrive, avec tous ces outils intelligents qui accélèrent la marche du monde vers l'économie numérique. Nous évoluons vers une société digitale. Aujourd'hui, oui, la transformation numérique devient une thématique que je dirais même centrale parce qu'aucune éducation ne vaut la peine aujourd'hui si elle n'a pas placé les outils numériques, les plateformes de communication électronique au cœur du dispositif d'éducation. Et je pourrais dire que de ce point de vue, nous devons mettre un accent sur la finance verte parce que l'extrême pauvreté, l'extrême féminisation de la pauvreté reste également un défi. C'est vrai que c'est une question qui existait déjà, mais il faut le faire dans la mesure où si les femmes n'accèdent pas aux postes de pouvoir, la lutte contre la pauvreté qui passe par la budgétisation sensible aux gens va rester un vœu pieux. C'est pour ça que je reviens sur la parité comme point de départ actuellement. Comment nous allons faire pour que les hommes qui nous ont précédés dans les sites de pouvoir, dans le champ politique, qui écrivent les textes en fonction de leurs besoins, en fonction de leur réalité, en fonction de leurs défis, de leurs intérêts, comment on va leur faire comprendre qu'il faut aujourd'hui réfléchir
parité. C'est-à-dire, là où il y a deux personnes, il faut que ce soit un homme et une femme. En fait, le monde est laïque, je suis d'accord, peut-être même les promoteurs de cette émission, mais j'ai entendu un champion du genre, un he for she, quelqu'un d'engagé dans la masculinité positive, qui a pris la parole hier aux Nations Unies, et j'étais très ravie de l'entendre dire, et en plus il est musulman, je préfère taire son nom, et il le dira lui-même en temps convenable s'il le veut. Il a dit, mais écoutez, si les Saintes Écritures disent que au commencement, Dieu a créé l'homme, lui-même a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul sur la terre et il a créé la femme. Ça veut dire que le créateur, que certains appellent l'univers, avait voulu qu'il y ait un homme et une femme au commencement. Donc lui-même est le premier à encourager, n'est-ce pas, la parité. Qui sommes-nous les hommes, nous les humains, pour passer au travers des Saintes Écritures? La salle a acclamé, c'était un standing ovation. Nous nous sommes dit, waouh, voilà quelqu'un, un homme. En plus, quand ça sort de la bouche d'un champion, he for she, nous pensons que ce dernier peut encourager les autres chefs d'État dans le monde entier. Et nous, en Afrique, dans le cadre de ONU Femmes, en tant que président du comité consultatif de la société civile auprès d'ONU Femmes, le gouvernement du Cameroun est engagé dans la démarche He for She il y a très longtemps. En 2018, le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait d'ailleurs promis aux femmes, il a promis aux femmes que si les femmes et les jeunes lui accordaient leur suffrage, il s'engageait à accélérer le processus d'institutionnalisation de la parité à tous les niveaux au Cameroun. Aujourd'hui, il nous reste à donner corps, à donner étoffe, à donner du sens à cet engagement fort dont on parle de parité comme un point de départ aujourd'hui, non? Ça l'est au Cameroun depuis 2018 et nous de la société civile, nous les femmes, engagées et engageant les hommes, ceux qui se sont manifestés comme étant des souteneurs, c'est-à-dire des porteurs de la stratégie de la masculinité positive, ceux-là vont encourager les parlementaires, je veux dire les députés et les sénateurs à faire une proposition de loi sur la parité. Parce que, qu'on le veuille ou non, le monde, c'est un réel défi. Le monde a encore besoin des béquilles institutionnelles. J'entends par béquilles institutionnelles des textes réglementaires. Partir de l'engagement politique, de la volonté politique, un texte réglementaire qui est l'instrument coercitif, qui sécurise les droits des femmes et qui renforce les garanties juridiques, en sorte que le moment venu, si en matière d'élection par exemple, si un parti politique n'aligne pas un homme et une femme ou ne respecte pas le principe de la parité, alors sa liste sera purement et simplement rejetée. C'est vrai qu'une fois que j'ai dit ceci, je me souviens que dans certains pays, de telles règles existent, mais on voit des partis politiques préférer payer des pénalités au lieu d'aligner les femmes et de respecter ce quota paritaire. Donc voilà les deux grands défis que j'observe aujourd'hui. Tant que les hommes et les femmes ne se mettront pas ensemble de façon égale, de façon égalitaire, tant qu'on n'aura pas créé les conditions favorables à l'égale participation des hommes et des femmes au processus de prise de décision dans les systèmes décisionnaires, alors l'oiseau du développement ne prendra pas son envol. On aura un bras qui est coupé, on aura une société unijambiste, hémiplégique. Du coup, le développement qui est tributaire de la grande majorité des femmes qui sont laissées de côté par la locomotive du développement, ce développement restera un vœu pieux parce que les femmes sont une force économique, les femmes sont une force de développement, elles sont au moins 80% dans le secteur informel. En les rassurant, elles migreraient pour créer des entreprises. Elles auraient plus confiance en elles pour devenir chef d'entreprise, membre de conseil d'administration, parce qu'on aura amené ces gouvernements à comprendre que d'ailleurs que les régions, prenons l'exemple du Canada, les régions les plus développées sur le plan économique sont les régions dirigées par les femmes. Donc voilà le défi actuel. Oui. Dans ce podcast, vous représentez un petit peu aussi l'Afrique, la francophonie et l'Afrique. Quels sont pour vous, pour le continent africain, quelles sont les avancées qui vraiment ont marqué une progression et quelles sont les priorités que vous verriez à mettre en place de manière urgente? Effectivement, en Afrique, il faut dire que les chefs d'État de l'Union africaine, depuis le protocole de Maputo, il y a la déclaration de l'Union africaine, qui est une déclaration qui fixe le cap de la parité.
On n'est pas au quota genre, on est à la parité par rapport à la déclaration des chefs d'État de l'Union africaine. Maintenant, il est question, et cette parité est intégrée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Aujourd'hui, à la vérité, il est question que l'Union africaine, les très hautes autorités de l'Union africaine, engagent les États sur leurs paroles. Il est question de l'internalisation des engagements pris au niveau de l'Union africaine. Je crois que les Nations Unies, le comité CEDEF, quand il dit que la parité doit être le point de départ, ils le savent. Nos États doivent juste être sensibilisés à mettre en œuvre. On a dépassé l'étape théorique de la prise des engagements. Les engagements sont pris. Maintenant, il faut que la volonté politique se manifeste et qu'elle soit exprimée, qu'elle devienne une réalité dans le quotidien des femmes africaines. Et pour qu'elle devienne une réalité dans le quotidien des femmes africaines, les États doivent mettre en œuvre leurs engagements. La promesse est une dette. La parole donnée est un élément de respect de la personnalité. Donc, une fois qu'on a retourné sa langue, on a réfléchi et qu'on a signé un document contraignant, il est important que pour les générations futures, et en commençant par la génération actuelle qui commence à préparer la relève, que pour les générations futures, ces textes prennent finalement leur envol avec la mise en œuvre effective. Qu'est-ce que ça présente pour vous d'être à l'ONU en tant que féministe francophone En tant que féministe francophone et africaine, déjà il faut dire que féministe francophone, je représente le réseau de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes, dont je suis la coordonnatrice pour la zone Afrique, et je suis également la coordonnatrice nationale donc au Cameroun du réseau de soutien à la participation politique des femmes. Ces moments pour moi sont extrêmement symboliques. C'est depuis 2012 que je viens aux Nations Unies. Voyez-vous, en tant que professeur d'université, pour évoluer, il faut corriger, il faut ajuster, il faut évaluer. Nous évaluons les avancées. Nous apprécions les victoires, aussi petites soient-elles, parce que mentalement, ça nous permet de tenir le coup, de savoir que, quelque chose est fait. Du coup, nous sommes là aujourd'hui et nous allons repartir d'ici avec un nouveau narratif. Le nouveau narratif, c'est l'institutionnalisation de la parité, la systématisation. L'institutionnalisation renvoie à la mise en œuvre systématique d'un concept de la parité à tous les niveaux, à toutes les institutions, dans le secteur public, à les postes électifs, dans les entreprises, à l'université, dans l'organisation des concours administratifs et bien d'autres. Que le réflexe soit celui de la parité. Là où il y a un homme, il faut qu'il y ait une femme. Oui. C'est le nouveau narratif. Nous repartons avec cela et cette obligation date du 25 novembre 2024, la dernière réunion du comité CEDEF. Aujourd'hui, partout, dans toutes les réunions, Madame Nicole Ameline l'a dit, et l'a répété, a insisté, a mis de l'emphase sur cette question. Et nous, dans le cadre de la diplomatie féministe, nous allons faire de cela notre cheval de bataille. Nous rappelons à nos chefs d'État. D'ailleurs, en ce qui concerne le Cameroun, j'ai eu l'honneur d'être reçu par l'ancien Premier ministre Philémon Yang, qui est l'actuel président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous en avons parlé et de leur position, les hommes vont prendre à corps et à cœur cette préoccupation parce que les hommes, il faut le dire, au-delà de leurs épouses qu'ils semblent protéger, ils ont leurs filles. Et on parle du sommet de l'avenir. Quel parent n'aimerait pas voir sa fille Premier ministre, chef du gouvernement? Quel parent n'aimerait pas voir sa fille présidente de l'Assemblée nationale, présidente du Sénat? Tout juste parce que elle est une femme, l'intelligence est asexuée, la compétence est asexuée. Nous partons avec ce narratif et nous montons un argumentaire de plaidoyer pour dire à nos chefs d'État, écoutez, l'heure est grave, 5 ans c'est déjà demain. En 2030, il faudrait bien qu'aux Nations Unies, le Cameroun soit passé de 32% de femmes à l'Assemblée nationale à 50%. C'est faisable, c'est possible. Ce n'est pas une cible qui est hors de notre portée, non. Elle est à notre portée parce que nous avons un président de la République, Paul Biya, qui s'est engagé depuis 2018 à institutionnaliser la parité à tous les postes de décision. Et à la tête des mairies, évidemment, où elles sont encore 11-12% aujourd'hui. Dans 5 ans,
nous comptons voir la moitié des mairies peuplées par les femmes. Beau programme et j'y adhère complètement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion de vos propos sur le sujet des droits des femmes dans le monde et sur cette réunion qui reste quand même impressionnante à l'ONU chaque année, ce nombre de femmes incroyables, des dizaines de milliers de femmes venues des 4 coins du globe, ça donne quand même l'impression que si on voulait, on pourrait vraiment changer le monde. Bien sûr, cette mobilisation emblématique, 14 000 femmes, a-t-on dit. On nous a signé à la francophonie 14 000 femmes. Voyez-vous, Jocelyne, si les femmes étaient unies et solidaires, elles renverseraient la vapeur. Nous voulons une société où les femmes disent d'une seule voix, nous sommes capables. La moitié de la population, en matière de démocratie, le poids démographique est un réel déterminant du pouvoir politique. Oui, nous sommes la moitié de la population, c'est très bien, mais nous devons aménager des stratégies pour que cette grande mobilisation devienne une grande force politique. Une grande force politique, dans cette force politique, nous fassions de la diplomatie d'influence, la diplomatie des couloirs, que nous ne rations aucune personnalité très haut placée qui pourrait faire bouger les lignes. J'ai parlé du président de l'Assemblée générale de la francophonie que j'ai rencontré pour le Cameroun. Ben, si toutes les femmes camerounaises qui arrivent aux Nations Unies pouvaient faire ça, les choses iraient de mieux en mieux. Donc, c'est un réel défi pour nous. Nous pensons que ensemble, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons atteindre la parité 50-50 en 2030. Je crois que Pékin 95 a beaucoup aidé à l'avancement de nos sociétés pour une raison simple. Dans tous les États, y compris en Afrique, des mesures ont été prises pour mettre en œuvre, pour créer des ministères en charge de la condition féminine pour certains, de la promotion de la femme, du statut de la femme, de l'égalité et du genre. Oui. Selon les sémantiques, selon les terminologies, je crois que pour une fois, au moins au plan politique, des décisions ont été prises et ça, ce sont des réformes importantes pour le changement, pour l'amélioration de la condition de vie des femmes. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie ? Oh, mantra Aham Brahmasmi, je suis l'univers. Aham Brahmasmi, je suis l'univers de Deepak Chopra. D'accord. Et enfin, dernière question, la question que vous auriez aimé que je vous pose. Justine, êtes-vous mariée? Avez-vous des enfants? Justine, êtes-vous mariée? Avez-vous des enfants? Parce que ça revient tout le temps. On dit, mais oui, quel homme peut supporter une telle femme? Plusieurs casquettes. Est-ce qu'elle fait même la cuisine? Est-ce qu'elle est même mariée? Oui, je suis gravement et dangereusement mariée. Je suis mariée depuis 1988. Ça fait 37 ans de mariage. J'ai 4 grands garçons. L'aîné a 35 ans cette année, le Benjamin 26 ans. Ils sont tous ingénieurs et ils travaillent déjà. Donc, vous savez tout sur tout. Oui. On peut être marié et être féministe et défendre les causes. Bien sûr. Donc, voilà. On peut concilier vie sociale, vie professionnelle, vie familiale. Faut être un peu Wonder Woman, mais on est toutes un peu Wonder Woman. Voilà, la femme aux 1000 bras. Donc, voilà. Bravo. Merci beaucoup, chère Justine. C'est moi qui te remercie, Jocelyne, et j'espère que j'aurai une copie pour continuer le plaidoyer. Bien sûr. Merci infiniment. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Ce podcast a été réalisé depuis les Nations Unies à New York. Merci à notre partenaire exclusif, la Fondation Raja Daniel Markovici. Merci à toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire.
Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.